Bonsoir à tous, merci d'être encore là en fin de journée, puisque c'est souvent difficile dans les journées de WordCamp un petit peu denses. À Lausanne, j'imagine qu'il y a que des francophones là, ou peut-être des anglophones. On s'est dit parler de WordPress, de l'entrepreneuriat et surtout des femmes, de la place de la femme, des femmes, dans WordPress. Voilà, c'était un petit peu une proposition de Patricia. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, on ne va pas faire une guéguerre entre hommes, femmes, en disant oui, on est plus fatigué, moins fatigué, en télétravail, comment ça se passe, etc. On va surtout mettre en avant les parcours de chacune et ce que chacune a vécu et a apporté dans son expertise justement professionnelle sur WordPress. On va commencer par toi, Monique. On commence par le nom. Alors tu as choisi ta place. Alors si tu pouvais vraiment te présenter, bon, tu as fait une conférence, donc certains vont te connaître, mais pour ceux qui te connaissent encore. Du coup, je m'appelle Émilie Lebrun, donc je dirige une agence WordPress depuis 2009. Et pour vous raconter une toute petite histoire, moi, la première fois que j'ai vu le site d'un WordCamp, je me suis dit que j'avais absolument pas ma place. C'était en 2012-13 dans ces eaux-là. J'allais sur le site, il y avait des photos que d'hommes, en fait, principalement des développeurs, qui venaient faire des conférences. Et pour moi, en WordCamp, c'était un endroit dédié aux développeurs. Donc la première fois, j'ai pas osé y aller, donc j'ai envoyé mes développeurs. Et la seconde fois, la seconde année, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer d'y aller. J'y ai passé 1 heure. J'ai dit, bon, est-ce qu'on a vraiment les places? Et depuis, j'ai réussi à passer le cap. J'ai vraiment encouragé les femmes à venir au WordCamp, mais également dans la communication des WordCamp, à montrer que les femmes ont leur place. En fait. Ça peut sembler évident, peut-être du côté masculin que c'est ouvert, mais pour les femmes, c'est moins évident. Voilà. Donc c'est le début dans la communauté. On va creuser un petit peu chez les femmes. Là, on peut juste faire un tour de table sans table. Oui, bonjour, je m'appelle Patricia, je fais partie de la communauté WordPress à Genève et j'ai rejoint les Meetup à Genève en 2013. Et effectivement, on n'était pas beaucoup, on était quelques femmes. Par contre, jusqu'à qu'on en parle récemment, ça ne me choquait pas. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude d'avoir beaucoup de potes, surtout masculins. Et je ne faisais pas tellement attention à ça jusqu'à récemment. Jusqu'à qu'on entende toutes les questions justement d'égalité. Mais ça m'avait pas choqué en fait. Et quand j'ai commencé à venir aussi au WordCamp à Paris, j'ai trouvé sympa. Mais en plus, j'ai tout de suite rencontré des femmes. J'ai peut-être moins fait gaffe en fait à ça. Bonjour, je m'appelle Carole, je suis d'origine luxembourgeoise et j'habite actuellement en Allemagne depuis 4 ans. Et j'ai rejoint cette communauté il y a à peu près 2 ans, un peu plus. Et en fait, moi, quand j'avais rejoint cette communauté, j'étais pas du tout... je savais même pas ce que c'était WordPress. En fait, j'ai rejoint la communauté parce que j'ai accompagné mon mari, qui est un développeur, à un WordCamp qui était WordCamp Europe, à Vienne. Et moi, j'avais beaucoup de doutes pour le faire parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là, en tant que femme non technique, qu'est-ce que ça va devenir? En fait, j'avais plein de préjugés et j'avais peur d'être exclue sur le site. Et comme Amélie vient de dire, et en fin de compte, c'était tout le contraire qui s'était produit parce que je pense que j'ai eu des conversations les plus inspirantes que j'ai jamais eues de ma vie pendant la semaine que j'étais à Vienne. Et en fin de compte, j'ai changé ma vie. Et maintenant, je suis la WordPress Community Manager de Flask, qui est un control panel, et ce qui me donne la possibilité de voyager le monde avec des webcams. Ce qui est vraiment super génial. Et j'espère que je vais encore faire partie de cette communauté super accueillante pendant un peu plus que les 2 ans que je vais partir actuellement. Donc Frédéric, je suis rentrée dans la communauté il y a à peu près 5 ans maintenant je crois, et donc précédemment je travaillais j'ai plutôt un profil de graphiste, designer, création, etc. et aussi plasticienne à la base. Et donc le web pour moi c'était quelque chose qui était
c'était dans la vie de tous les jours, dans le magazine dans lequel je travaillais, parce que je faisais des newsletters, mais voilà, j'étais tout à fait autodidacte. Et donc, la première fois que j'ai rencontré, enfin, j'ai eu besoin en fait de refaire mon portfolio pour chercher du travail quand je suis arrivée sur une ville qui s'appelle Poitiers, dans le centre de la France, qui était Paris, voilà, avec des enfants, etc. Donc moi, en fait, je me suis retrouvée dans un parcours très particulier parce que je venais de quitter Paris après 22 ans de vie parisienne, avec un boulot qui était exceptionnel et que j'ai jamais retrouvé en tant que salarié du coup, puisque je travaillais dans un magazine d'art, donc c'était super intéressant, je faisais des vernissages tous les 2 jours, on avait des musées pour nous tout seuls, à Paris, une vie culturelle très riche, donc c'était la presse, elle s'est cassée la figure, donc on a eu un parcours de vie personnel où on a dû quitter Paris pour des raisons familiales. Et donc je me suis retrouvée à chercher du travail dans une petite ville. Et il n'y avait pas de boulot. Et donc j'ai essayé de me dire, bon, je vais redevenir graphiste freelance. J'ai cherché des clients, mais j'ai pas tout de suite trouvé, parce que j'avais pas de réseau. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est de refaire un site internet. Et en fait, chez Art Magazine, on était sur Joomla. Et puis j'ai essayé de le refaire toute seule, et là je me suis arraché les cheveux. Je me suis dit, j'arriverai jamais à faire ce truc et tout. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans la communauté WordPress, c'est que j'ai essayé autre chose, j'ai cherché en fait, et j'ai installé WordPress. Et puis la deuxième année, je suis allée la première année, donc j'ai appris comment ça fonctionnait cette bête. J'ai donc installé mon portfolio, etc. Et puis je suis rentrée, en fait c'est grâce à Aurélien là-bas qui m'a le premier accueilli très gentiment sur la communauté de Google Plus à l'époque. Et qui m'a donné plein de conseils, très gentiment. Et ça m'a fait plaisir parce que d'abord il était beaucoup plus jeune que moi, alors j'avais des gros complexes de me dire mais voilà, ils vont pas me parler même sur Google+. Donc mes complexes ils étaient d'abord sur les forums en fait. J'osais même pas poser des questions sur les forums. Parce que j'étais une femme, une maman, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, je me disais c'est que des geeks, des gamins, etc. On va pas s'entendre. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des conseils. Et puis j'ai vu passer un jour un WordCamp à Paris. Et c'est comme ça que je suis allée la première fois à un WordCamp Paris. Et comme un peu vous aussi, pareil, je me dis, bon, j'ai pas ma place, mais très curieuse en fait, j'avais envie de retourner à Paris, donc pour mes copines, mes copains, machin, allez, allons-y. Et en fait, j'avais plein d'a priori. Et effectivement, j'avais plein d'a priori sur effectivement la communauté. Je me dis, c'est que des garçons, que des développeurs, ils ont 20 ans, j'en ai 40 et quelques, voilà, pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, pas du tout. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, alors je suis un peu allée fouiller aussi, j'ai regardé des sites américains, tout ça, et j'ai vu qu'effectivement, WordPress, au niveau mondial, il y avait des gens de tous les âges, tous les styles, cool, pas cool, voilà. Et j'ai dit, waouh, c'est très chouette, ça m'a beaucoup plu. Et après, voilà, je suis là. Ah, mais sinon, je peux encore continuer. Moi, je vais pas rester très longtemps parce que c'est un résumé de tout ce que mes amis ont dit, collègues. Effectivement, WordPress, en fait, on le résume surtout par la communauté, par la bienveillance, par cette entraide. Avec Émilie, on est allé faire plein d'interviews pendant de longues années pour justement sortir un prochain documentaire. Et c'est ce qui est ressorti, c'est vraiment ce partage, c'est quel que soit votre niveau, quel que soit votre sexe, justement, on va avoir une réponse à vous donner. On va vous accueillir, comme tu le disais, justement, Aurélien, mais d'autres personnes vont être là pour vous entraîner. Après, le point de vue de la femme, bon, c'est un discours, c'est là un peu, ce soir on en parle, mais cette mixité, est-ce que pour vous, on vous posera la question pour vous après, mais est-ce que pour vous 4, pour nous 5, c'est un plus, un inconvénient, comment c'est pour se passer? Je choisis ma place. Est-ce que la mixité est un avantage? De ton point de vue personnel, de ton expérience, justement avec le travail avec l'équipe que tu as, etc. Les deux. En fait, il y a un avantage à être une femme dans la communauté WordPress parce qu'on est plus nombreuses. Du coup, c'est aussi plus simple de faire sa place parce qu'il y a moins de concurrence. Et en plus, on est extrêmement utile dans un monde de développeurs jeunes qui ont quand même besoin d'un accompagnement et de par notre éducation. La femme est là pour materner, accompagner, donner des grandes guidelines, l'homme qui ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est... Il y a des femmes qui sont
Non, mais il y a beaucoup d'avantages, notamment pour ça, mais il y a aussi un inconvénient. Moi, je vois ma Dev Front, et une femme, elle est blonde. Quand elle se déplace, personne ne pense qu'elle est développeuse. Donc, c'est pas forcément un avantage. Malheureusement, encore aujourd'hui, on est encore dans ces clichés où développeur n'arrive pas avec femme et encore moins blonde. Voilà. Désolée. Mais donc voilà, je dirais pas forcément que c'est un avantage. Après, tout dépend aussi de comment on joue. Et si on en fait un frein, et du coup, on n'ose pas le faire parce qu'on ne voit que les inconvénients. Et si on en fait un avantage, on essaie d'en tirer le maximum. Je partage complètement, et on en discute aussi avant. C'est vraiment ça, il suffit qu'on soit un peu dans les hors du schéma traditionnel, qu'on soit un peu sympa, qu'on rigole, qu'on sourit. Toi, c'est une problématique de base, moi j'ai vu. Mais c'est vraiment ça, et on dit, mais tu développes? Ah ouais. Ah, tu t'imagines pas comme ça, tu fais la déco. Et c'est vraiment ça. Donc après, comme elle dit Émilie, c'est vraiment d'en jouer et de surpasser ça. Et de dire, bah oui, je suis une femme, mais peut-être qu'on est en minorité, mais on va peut-être vous apporter un plus là-dedans et une vision que l'homme n'aurait pas, etc. Je vais laisser la parole à d'autres collègues, puis je vais rebondir après. Oui, en fait, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'imagine que dans la communauté WordPress, on a un plus gros pourcentage de femmes que dans d'autres communautés du web. Donc du coup, moi je vois plus comme un positif, ok, c'est pas 50% encore, mais je vois plus comme un positif, c'est un milieu déjà là, d'ailleurs, et puis voilà. J'essaie plutôt de regarder le côté positif plutôt que de dire on n'est pas encore en parité. Et puis, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais en dehors des genres binaires hommes-femmes, aussi la communauté elle est très accueillante s'il y a des personnes qui sont d'autres sexes, enfin, que hommes-femmes, au point de vue de comment de la vie. Donc ça aussi, j'ai pu voir que les gens n'étaient pas du tout rejetés, en particulier à votre temporaire, je me souviens. Et donc c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la communauté, qui est aussi accueillante de toutes les personnes LGBT, QR. Oui, voilà, il y a d'autres communautés sous-représentées aussi, à part les femmes, mais en fin de compte, je ne me suis pas rendu compte avant quelle valeur que ça a, vraiment d'être activement accueillant envers toutes les personnes qui m'entourent. Je pense jamais que je n'étais pas tolérante, mais cette communauté ici m'a appris d'être un peu plus vigilante, aussi sur mon comportement moi-même. Moi, je suis très contente que je suis entourée aussi d'autres femmes dans cette communauté. Et je pense, je suis bien d'accord avec Émilie, encore une fois, que c'est un avantage et un désavantage pour tout ce qu'elle a dit. Et je pense qu'il est vraiment très important, même s'il y a aussi de la concurrence entre les femmes et la concurrence entre les hommes aussi, que les femmes essayent un peu d'être supportives, solidaires les uns envers les autres. Parce que moi, par exemple, je constate dans les conversations qu'on a dans le Railway Track, dans les soirs, que les femmes sont encore un peu plus souvent interrompues que les hommes. Hein. C'est l'impression que j'ai. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que moi, personnellement, que j'ai. Et moi, quand je constate ça maintenant, parce que ça arrive à des hommes ou à d'autres femmes qui font ça envers des femmes, que c'est pas du tout conscient, qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Mais moi, quand je remarque ça, j'essaie tout simplement, pas d'un ton impressif, mais de dire « Ah, excuse-moi, je pense qu'elle avait pas fini, qu'elle avait quelque chose à raconter. » Et souvent, l'autre personne, si c'est un homme ou une femme, dit tout simplement « Oh, désolé, je ne me suis pas rendu compte », et ça continue. Et je vois que la femme qui a été interrompue, qu'elle est vraiment contente, qu'elle a eu un peu de support dans cette situation-là. Et ce qu'on a parlé d'avant, que tu avais dit que souvent ça arrive, c'est des femmes qui sont développeuses, qui a d'autres femmes et des hommes qui se disent oh, comment c'est possible, tu es blanche, comment ça c'est possible. Moi, je pense déjà que c'est une très bonne approche de commencer une conversation pas en disant que et toi, tu es designer, mais on peut tout simplement demander tu fais quoi avec WordPress? Parce que j'ai entendu vraiment souvent
les hommes et les femmes approchaient des femmes en demandant « Ah, toi tu fais du design !» Je ne veux pas dire que faire du design, c'est pas quelque chose de bien. Hein. J'aimerais bien être capable de faire du design. Hein. Je ne le suis pas. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure approche pour démarrer une conversation. C'est ce qu'on ne fera presque pas, ou beaucoup moins chez un homme. C'est-à-dire, on va dire, ah oui, c'est masculin, c'est du code. Ouais, voilà. Oui, forcément, tu sais coder. Et des remarques encore que j'ai entendues auprès de collègues, mais tu sais vraiment bien coder parce que t'es une femme. D'accord. C'est un peu comme a priori quand on arrive quand il y a dans une chambre d'hôpital un homme et une femme, on va dire que l'homme est médecin et la femme est infirmière, alors que C'est vraiment infirmière. C'est vrai, et j'ai eu quelques temps en arrière, il y avait eu aussi un scandale qui avait eu lieu dans une école de jeunes designers où les filles vivaient un vrai harcèlement sexuel du fait qu'elles étaient un peu minoritaires dans des classes. Alors c'était des gamins, mais il y avait eu effectivement la RH au début ne voyait pas les choses comme ça, mais c'était vraiment récurrent, c'est-à-dire que des blagues. Alors c'était pas un harcèlement comme ça très visible, mais c'était cette lame de fond assez négative sur la position des jeunes femmes. Moi, je dirais peut-être que nous, on n'est pas toutes jeunes, entre guillemets, on est encore superbes, hein, mais on n'est pas toutes jeunes. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est que moi, je suis arrivée dans la communauté avec déjà un certain bagage de vie, on va dire, et une certaine confiance en moi. Donc, peut-être, je ne peux pas me comparer, j'ai pas entendu de réflexion négative parce que j'ai peut-être pas non plus 20 ans. Et que quand on est effectivement une jeune fille, codeuse, développeuse, etc., peut-être que pour elles c'est plus compliqué parce qu'elles sont dans un monde où les jeunes sont un petit peu, des fois, un peu plus... voilà, je pense que c'est le harcèlement où les choses un peu négatives sont peut-être un peu plus rares, mais peut-être je me trompe, mais peut-être un peu plus rares quand on a un petit peu de bouteille, entre guillemets, et qu'on ne va pas se laisser faire, en fait, voilà, qu'on a un petit peu l'habitude, et que si un garçon ou un homme était un petit peu décalé, il serait très vite remettre à sa place. Je pense que moi, c'est écrit sur mon front, de toute façon, depuis que je suis jeune, on m'a jamais emmerdé, voilà, clairement. Mais je comprends que dans le monde des jeunes filles, ça puisse être un peu plus compliqué, donc j'ai pas eu ce souci de positionnement femme-homme. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que on a une école de design à Poitiers, qui est une école qui est aussi sur Bordeaux, etc. Et je suis assez contente de voir qu'en fait, il y a 6 filles sur 6 filles. Donc il n'y a pas de garçons, en fait. Donc c'est des jeunes femmes, et elles ont vraiment envie d'apprendre à coder, elles ont vraiment envie de faire ce métier. Et que le code, avant, c'était peut-être un truc qu'on voyait comme dans les... Je sais pas, un truc dans la cave, avec des gros ordinateurs et des grosses lunettes. Aujourd'hui, le code, c'est pas du tout ça, en fait. Le code, c'est aussi... c'est plus qu'une technique, c'est aussi une approche, c'est une réflexion. Je pense qu'on est en train de sortir un petit peu de l'aspect technique pour dire que le code, c'est pas qu'un truc juste, voilà, on appuie sur des boutons. C'est pas que ça. Donc peut-être, voilà, il y a aussi le fait que le code aujourd'hui, lui aussi bénéficie d'une vision un petit peu plus large de ce qu'il a pu être par le passé. Avant, c'était des informaticiens, c'était vraiment pas gentil, mais c'était, voilà, on mettait des étiquettes sur les gens qui faisaient du code ou qui étaient informaticiens. Je pense qu'on est à une ère aujourd'hui où on est en train un peu de sortir de tous ces clichés, et donc peut-être que les femmes aussi bénéficient de ça. Dans ce que tu dis, ça me fait penser aux rédigeants, je la recherche en même temps son profil. Vous irez la voir sur Google. Elle est allée justement aux États-Unis pour apprendre aux jeunes femmes qui sont en reconversion, qui veulent justement sortir de la précarité, à apprendre le code en disant que le code sauve la vie sur tous les niveaux. Donc on a bien compris qu'après il y a un groupe de femmes qui se crée et on va se faire accompagner, etc. Mais c'est vraiment très innovant. Et là on a parlé des contraintes, mais aussi des aspects positifs que les femmes peuvent apporter justement dans le code, dans un web en général. J'imagine que vous avez plein d'arguments, on va peut-être pas avoir le temps de tout citer. Mais je pense que les choses évoluent, en tout cas je l'espère. Je sais pas vous, votre vision que vous avez dans les années futures, et surtout peut-être les conseils de jeunes femmes qui voudraient se mettre, alors peu importe l'âge, mais jeunes femmes, je parle de l'expérience, qui voudraient intégrer un réseau web qui est plutôt à dominance masculine. C'est pas des questions pièges. Tu peux ne pas commencer. Les conseils, c'est évident parce que ça dépend aussi de la personnalité de chacun et de chacune, mais effectivement, on ne peut pas se mettre de limites. Et ça, c'est compliqué dans une société qui nous en met beaucoup.
Parce que cette image de l'homme qui développe, c'est quand même partout, c'est dans la publicité, c'est au cinéma, c'est dans tous les médias auxquels on est confronté. C'est comme les métiers, enfant, à 1 an, 2 ans, on explique que la fille va jouer à la dinette et le garçon joue au bricoleur, quoi. Mais c'est très compliqué, quand une femme a grandi dans cet écosystème-là, de lui expliquer qu'il n'y a pas de genre dans un métier, que si tu as envie d'être développeuse, tu peux l'être, et que le code n'est pas quelque chose de masculin. Donc le conseil, c'est de ne pas s'attacher à ce qu'elle voit tous les jours, donc c'est très compliqué. Voilà. Après, on a aussi l'avantage d'être dans une communauté WordPress, qui, comme le disait justement Patricia, est une communauté très ouverte, qui communique énormément aussi sur ses valeurs d'inclusion, quel que soit le genre, quelles que soient ses préférences. On essaie d'être le plus inclusif possible. Et ça va aussi dans une autre démarche, parfois trop, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, il me semble que c'était en Allemagne, qui a voulu faire un meet-up dédié aux femmes, pour essayer d'encourager les femmes à venir au meet-up WordPress, parce qu'ils avaient le sentiment que c'était pas forcément leur place. Ils ont fait un meet-up féminin, et ça a été réprimandé parce que du coup, c'était pas pour tout le monde. Donc c'est très compliqué pour nous d'agir, pour essayer d'inclure un maximum de femmes, tout en gardant les guidelines, les codes de conduite qu'on connaît quand on organise des événements. Donc voilà, en termes de conseils, j'ai envie de dire surtout à tous ceux qui organisent des meet-up et des conférencières comme nous et qui vont dans des événements, on va essayer un maximum de communiquer. Tout à l'heure, j'ai eu une conférence très intéressante sur l'information qu'on donne sur un site internet, et que effectivement c'est notre responsabilité sur tous les sites de WordCamp de montrer que c'est inclusif en fait, dans notre communication, que c'est des lieux ouverts à tous et que tout le monde est le bienvenu. Voilà. Pour ajouter, oui. Encore une fois, je suis totalement d'accord. C'est super bien que tu commences comme ça. Oui. En fait, je voulais ajouter que pour tous les organisateurs de Meetup et de WordCamp qui sont peut-être parmi l'audience ici, moi je suis d'avis qu'en anglais on dit representation matters. C'est absolument important d'avoir des femmes aussi sur scène, parce que en voyant une femme, si elle soit développeuse, si elle soit designer, si elle soit comme moi, une femme non technique et qui a peut-être d'autres sujets à partager, ça peut encourager d'autres femmes à trouver leur courage, justement pour aussi lever sa voix, pour aussi partager sa connaissance, leur connaissance. Et c'est absolument, à mon avis, c'est absolument la responsabilité de tous les organisateurs d'essayer d'avoir un maximum d'oratrices aussi sur scène, soit pour les meet-up ou pour les WordCamp. Et si vous connaissez des femmes qui sont super bonnes dans le travail qu'elles font, demandez-les. Et si vous allez recevoir des applications qui peut-être ça ne s'agit pas, que vous dites « Ah, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle veut me dire » ou « Je ne suis pas tout à fait convaincue de cette application, est-ce que je veux absolument avoir sur mon WordCamp, si c'est le topic que je veux avoir en ce moment », demandez-les, essayez peut-être de leur aider à reformuler le truc pour que ça soit le temps que la session que vous désirez avoir sur votre WordCamp. Et je pense que ça c'est quelque chose que tous les organisateurs peuvent encore améliorer. Et j'adore cette communauté et je suis très contente que j'en fais partie et que je vois qu'il y a beaucoup de démarches qui vont dans les bonnes directions, mais ça ne veut pas dire que ça suffit. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux et il y a toujours des efforts qu'on peut faire, qu'on puisse faire. Et bon, moi je veux jouer mon rôle là-dessus et je suis super contente si je peux encourager d'autres personnes, des organisateurs et organisatrices ici dans la salle d'en faire la même chose. Pour revenir sur ta question, quel serait le conseil qu'on pourrait donner à des jeunes développeuses ou autres de commencer, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation sur la peur de prise de parole en public, c'est-à-dire de commencer par les meet-up. C'est assez facile, et puis comme ça on montre aux gens, localement, dans notre communauté locale, que je suis telle personne, je sais faire ça, et je vous montre, on partage. Mais moi je disais plus sur le côté de ne pas insister justement sur cette différence. Quand les gens voient que la personne c'est une personne qui développe, c'est pas un homme qui développe ou une femme qui développe, c'est une personne qui développe. Et puis ou qui fait autre chose. Donc de commencer local, et puis comme le disait Carole, après le fait de voir qu'il y en a d'autres qui font, qui peuvent, qui osent, ça encourage les personnes qui n'osent pas le faire aussi.
une fois. Bon, les conseils, on en a un petit peu parlé, on va arriver aussi aux questions. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser d'autres points qui de votre expérience en handicap qui viendra, je pense qu'on a fait bien le tour. Qu'est-ce qui vous viendrait, vous les conseiller aussi ou pas? Moi, je suis impatiente de connaître les questions des gens, surtout. Oui. Mais j'ai un dernier point. Quand j'ai fait un recrutement pour un nouveau développeur, c'était en début d'année, je me suis pas rendu compte que les offres d'emploi n'étaient pas forcément inclusives. Au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, je mets l'offre d'emploi en ligne. Bonjour, je cherche un développeur. Et ma défense vient me voir, elle fait, oh là là, mais Émilie, mais ça va pas du tout. C'est pas du tout inclusif. Mais quoi, moi je cherche un développeur, moi je suis une femme, quand il y a une annonce je cherche un développeur, je vais postuler. Je vais pas me dire, il va marquer, entre parenthèses, développeuse. Et en fait, on se rend pas forcément compte, mais c'est bien de s'en faire une obligation, de communiquer d'une façon inclusive en fait. Parce que pour nous, ça nous paraît pas évident, mais pour les gens qui lisent, en fait, c'est évident. Donc on va toujours penser dans sa communication, notamment dans le recrutement, à toujours penser inclusion et mettre beaucoup de choses en féminin. Et j'avoue que je suis la première à faire cette erreur, mais j'attends de me corriger. Frédéric, je sens que... Elle a toujours quelque chose à dire. Je ne suis pas très dangereuse en termes de temps de parole, vous l'avez vu. Je dirais qu'en fait, peu importe qu'on soit une femme ou un homme, et là je rejoins effectivement dans la Patricia, en fait, je pense qu'on a tous quelque chose à raconter, tous quelque chose à dire, qu'on soit une femme ou un homme. Et donc j'encouragerais les jeunes femmes ou femmes, pourquoi jeunes, c'est débile déjà, voilà, c'est déjà une discrimination. Donc des femmes de 60 ans qui veulent venir faire une conférence, venez aussi. C'est pas que, voilà, c'est très important. Pour moi, ce qui m'a touchée dans les WordCamp, c'était justement qu'il y avait pas que des jeunes. C'est aussi, voilà, ça peut être aussi quelque chose qui est... Par exemple, quand on est dans une zone d'inconfort, quand on a une quarantaine d'années, qu'on a perdu son job, qu'on est dans une ville qui est toute petite, mignonne, et qui n'est pas Paris, qu'on a tous nos potes qui sont à Paris et qu'on se retrouve dans un truc où on n'est pas très à l'aise, on ne sait plus où se situer dans la vie professionnelle, qu'on se remet à son compte, comme ça a été mon cas. Moi, mon complexe, il n'était pas féminin, il était d'être dans un certain âge, tranche de vie d'âge. Et d'être une maman, et en fait, j'étais pas très à l'aise, en fait. C'était plus l'âge, moi, qui me dérangeait. C'était pas le fait d'être une femme. Donc, et quand j'ai vu qu'en fait, je pouvais très bien discuter avec des gens qui avaient 20 ans, 25 ans, là, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, je dirais que, en fait, c'est nos freins qu'il faut péter. C'est pas le fait d'être une femme, un homme, d'avoir 25 ans, 45, 32, voilà, tout ce que vous voulez. Je crois que c'est surtout revenir à ce qu'on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de partager, comme tu disais, Patricia. Et qu'à un moment donné, si on se concentre un petit peu sur ce qu'on... Parce qu'on a tous des expériences formidables. À un moment donné, je pense que c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant. Et après, je crois que c'est ça qui passe et que les gens reçoivent positivement. Après, le reste, c'est du blabla. Avec enthousiasme et passion, ça passe très bien. C'est ça. En rigolant un petit peu. On est vraiment sur l'âge, le sexe, les préférences, peu importe le niveau. Là, on va très loin dans le débat. Mais c'est vraiment ça, c'est que quand tu dis qu'il y a un public très large, bah oui, tout le monde vient, tout le monde peut coder sa manière, tout le monde ne peut pas coder, et c'est ça qui est vraiment une des forces de votre classe, mais bon, il y a beaucoup d'arguments là-dessus. Je pense que effectivement l'interaction, vos questions vont être un petit plus, parce que on a raconté un peu nos parcours atypiques et nos valeurs limitées. Oui, je veux rajouter quelque chose parce que en fait j'ai l'impression que pour certains hommes qui disent non mais il n'y a pas de problème que tu fais là, mais qui ne voient pas que ça peut être un problème. Il y a certainement des hommes qui se disent mais bon, ah bon c'est un problème pour vous, ben bon c'est un problème qui n'est pas autant de questions. On va voir les questions. Et qui sont peut-être étonnés, certains hommes. Il faut poser des questions. Bonjour, enfin, je vous ai déjà tous dit bonjour. Pour être en informatique, puis aussi avoir vu un petit peu ce qui se passe dans les écoles, ce qui m'a énormément choqué, c'est que la haute école de gestion d'informatique et de gestion de Liverno a carrément fait des cours à moitié prix pour avoir suffisamment de femmes. Donc le problème, il n'est pas seulement que les femmes se fassent reconnaître pour leurs compétences
comme les hommes doivent se faire reconnaître pour leurs compétences, il est aussi de convaincre les petites filles aujourd'hui que la science, c'est pas seulement un métier masculin. Et ça devient de plus en plus difficile. Et j'ai l'impression que c'est... Maintenant, on a vu les hommes dans toute une série de métiers qui étaient des métiers de femmes, mais on n'a pas cette deuxième vague d'inclusion des femmes dans les métiers d'hommes. Et ce qu'il faudrait peut-être reprendre à la base là. C'est une question sans vraiment poser la question, mais... C'est vrai que peut-être... Donc vous dites que ça va moins en moins bien, alors que moi j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Mais c'est le creux de la vague. Ok. Ouais, effectivement, j'ai compris. Bonjour, moi c'est surtout le micro qui me fait peur. Mais c'est pour rebondir sur Madame disait. Je ne sais pas si vous avez vu qu'à l'EPFL, il y a une initiative qui s'est faite de faire des classes de code pour les jeunes filles, les ados, uniquement des filles. Parce qu'il y a des études qui ont été faites que quand les filles sont en présence des garçons, elles se mettent en arrière, automatiquement, sans volonté quelconque. Donc, c'est assez récent. Donc, à l'EPFL, ils ont fait des classes pour les jeunes filles, donc 12-13 ans, ados, tous les détails, mais uniquement filles de code. Est-ce que c'est bien finalement qu'il n'y ait pas de mixité, ou est-ce que peut-être que ce qui est important dans ce cas en faisant ça, c'est de leur apprendre à après savoir se mettre en avant pour plus tard, pour les intégrer dans les endroits où ce sera. C'est pour leur apprendre à se pratiquer. En fait, c'est pas pour cloisonner filles et garçons, mais c'est pour qu'elles se sentent à l'aise. Dès qu'il y a des garçons, les études qui ont été faites, automatiquement, elles vont dans le conso des quoi. Parce que l'éducation nous a habitués dans ce domaine-là à être toujours, pas rabaissés, mais moins compétents en tout cas, par rapport à ces métiers masculins. Je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, en Allemagne, on avait fait un expériment. On avait expérimenté. En fait, on avait essayé, c'est à Berlin, nous avons essayé de faire un recrutement féminin. Et il y avait beaucoup de critiques là-dessus, pour dire pourquoi, parce qu'il n'y a pas de recruteur masculin exclusif non plus. Et moi, je ne savais pas non plus, quoi penser là-dessus. Et en fin de compte, ça fonctionnait super bien, et c'était pour faire la transition. C'est-à-dire les femmes qui avaient les mêmes pensées que moi, que nous avons partagé, qu'on me dit on va y aller, on va être complètement exclus, ce ne sera pas notre place. Il y a des femmes comme moi qui essaient quand même, mais il y en a d'autres qui ne le feront jamais. Et ça, c'est en fait un élément de transition. Et ça, les classes-là, ça pourrait fonctionner, comme vous avez dit, de la même façon. C'est-à-dire, si ça aide à augmenter la confiance, à construire cette confiance, et après, pour retourner dans les classes mixtes, ou après participer à des meet-ups mixtes, alors à mon avis, c'est une très bonne initiative. En fait, je pense que, comme disait Frédéric, les jeunes femmes, elles ont peut-être moins d'assurance, elles vont peut-être être plus fragilisées, encore plus les ados. Il y a des femmes un peu plus âgées qui auront déjà leur expérience de vie, qui auront déjà leur confiance. Mais c'est pas du tout pour faire quelque chose de resserré. En fait, mais il y a des plans. Tu sais, tu retrouves ce problème tu vas bêtement dans un CAP d'hôtellerie, c'est la même chose. Ah oui, c'est partout pareil. Donc on retrouve ça. Mais par exemple, là, on parle de nous, en Europe, il y a des pays comme l'Inde où il y a énormément de développeuses, et ça pose aucun problème. Tout le monde, alors là, du coup, bizarrement, tu as des entreprises en Madagascar aussi, des gens qui font du offshore, qui font des développements offshore, où j'en ai vu, et ben t'as vachement de jolies filles. Donc c'est aussi peut-être culture. Enfin, le web, c'est aussi quelque chose qui est à la fois très récent et à la fois très vieux. C'est un peu, on est encore dans des zones de transition. Je vais peut-être encore un petit peu attendre. C'est pour ça que je me dis, moi, je reste un peu patiente et optimiste quand même, parce que par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, typiquement en Inde, voilà, ou même au Maroc. Enfin, j'ai vu un jour un truc aussi, un reportage, les filles à l'école. C'est rigolo. Donc elles sont pas, et là, il n'y a pas de souci de métier, encore une fois. Mais je pense donc c'est très. Il y a un fort poids de l'éducation. Parce que moi, c'est pas une question que je me suis posée personnellement. Moi, la diversité, de toute façon, elle est
c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, quelle que soit la diversité. Mais visiblement, il y a quand même pas mal de filles qui se sentent pas à l'aise. C'est dommage. Moi, pour rester sur la même question, j'ai un commentaire, mais qui n'engage vraiment que moi. Moi, je suis vraiment très mal à l'aise avec ces écoles pour filles, ou ces sections que pour filles, ou ces méthodes que pour filles. J'ai reçu le CV d'une développeuse la semaine dernière, je crois, qui venait de EPITA, section femmes. Et je me suis dit, donc on en est là, pour faire des sections femmes. Et pour moi, ça montre justement que les femmes et les hommes ne sont pas pareils. Du coup, on fait des sections femmes. Et ça encourage. Et d'un autre côté, je comprends ce que vous dites, et je suis d'accord avec vous, que ça facilite pour les femmes de se sentir plus à l'aise si elles sont que... et c'est tout le dilemme en fait. Et pour moi, le problème est plus profond, et vient de la culture et de l'éducation. Et que faire des sections femmes ne fait qu'encourager la différence. Et on va revenir à des segmentations de gens, on va revenir à... je ne vais pas pousser le truc très loin, mais ça c'est le point des Françaises, et c'est le point de telle nationalité qu'on peut retrouver dans certaines villes ou pays en fait. Parce que les gens entre eux se sentent plus à l'aise. Versus communiquer plus sur l'inclusion et que les écoles, les premières, communiquent beaucoup plus que le code et le métier non genré. Et c'est vrai que c'est très délicat ces formations. C'est pas des écoles, c'est juste des cours comme ça. Tout à fait. Mais c'est comme le meet-up spécial femmes, je comprends que ça facilite l'entrée en matière des femmes. Et pour moi, ça stigmatise aussi. En fait, il y a 2-3 ans en arrière, je pense que ce genre d'initiative, ça a déjà commencé. Parce que j'avais donné un workshop à l'UT à Genève. C'était pour... il y avait 2 classes, 2 workshops. Les élèves, c'était autour de 14-15 ans. Il n'y avait que des filles, en fait. Donc, à l'UT à Genève, chaque année, ils font une journée de formation pour intéresser les filles dans ce métier. Et je suis d'accord, il faut travailler sur l'éducation. Parce que c'est avant que les jeunes filles réfléchissent à ce qu'ils veulent choisir comme un métier, qu'il faut en fait les intéresser à ce métier. Sinon, en fait, quand on pose la question à des jeunes filles, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, 9 sur 10 ne pensent pas à faire un métier en fait, dans le développement, comme ça. Donc, c'est pour ça que, oui, ça commence en fait à avoir ce genre de workshop, mais c'est pas suffisant. Donc, on a parlé de comment les femmes qui ont de les intéresser, mais si on veut changer la tendance, c'est les jeunes vraiment je dirais vraiment de commencer les études scolaires, de les intéresser à ça. Je pense que les femmes doivent commencer plus tôt, quand ils ont des petites filles, ils doivent dire quand elles va dehors, essaye, sois courageux. Comme ça, ça facilite d'entrer dans ce monde complexe. Et je regrette qu'en Suisse, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui disent tu peux faire tout. Alors, on doit aussi travailler dans le milieu privé, je pense. Là, on se rend compte qu'il y a des WordPress, mais c'est applicable justement. C'est pas parce que tu as une jupe que tu ne peux pas aller faire un métier d'homme, tu peux pas être mécano, tu peux aller du CAP, c'est ça. C'est tu veux faire un CAP boucher, mais non, pourquoi et non. Donc c'est revoir l'éducation en elle-même et de comment on l'intègre. Après, on est très large de la prise en parole en public, comme tu disais tout ce matin, c'est pourquoi on ne l'inclut pas dans les cours à l'école aussi. Pourquoi on ne donne pas l'autorisation et des hommes aussi, faire des métiers de femmes comme des cuisiniers. En fait, c'est rentré dans les mœurs, mais dans l'autre sens. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a acheté des Playmobil, qui m'a amené voir Star Wars, qui n'a jamais genré quoi que ce soit en fait. Et donc ça vient de là. Et mais très honnêtement, ça vient de là. Et ça commence par là en fait. La première ne m'a jamais dit tu dois porter une jupe, tu dois porter du bleu, tu dois faire un métier de femme. Elle m'a inculqué d'autres choses culturellement, mais en tout cas, ça a été vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui de me fixer aucune limite. Et vous avez totalement raison, ça commence par là en fait. Déjà individuellement, d'inculquer à la petite fille, à ces petites filles, qu'il n'y a pas de différence.
Il y a un espoir quand même, c'est que maintenant dans Fontainebleau, depuis je crois 2 ans, ils instaurent des journées de l'enfant, je crois comme ça. En fait, les petites filles doivent aller au travail avec leur papa et les garçons doivent aller au travail avec leur maman. Et ils essayent vraiment de rendre obligatoire ce croisement et puis de vraiment pouvoir ouvrir les esprits autant d'un côté que de l'autre. Et puis c'est vraiment, ils essaient vraiment de le faire. Il y a vraiment des contraintes là-dedans. Si on n'arrive pas à le faire, il faut trouver quelqu'un d'autre de la famille qui ne sait pas à peu près. Il y a vraiment une grosse contrainte là-dedans. Ils essayent de pousser là-dedans pour ouvrir un peu les mentalités, justement, que ça soit un peu plus. On y arrive. On est en train de s'ouvrir. Il est temps de laisser faire les gens ce qu'ils veulent. En fait, c'est juste un petit peu pour rebondir à Lausanne, il y a Tulle, c'est l'hôpital où la moitié des naissances se font. Et en fait, je me rappelle récemment, quand il y avait un enfant qui était né, c'était une fille, elle avait un sac rose, c'était un garçon, un petit sac bleu. Et maintenant, c'est différent, c'est tout jaune. Voilà. Voilà. Au moins, c'est neutre. Voilà. C'est un enfant. Voilà. Moi, j'aurais juste posé une question de détail pratique. Tout à l'heure, Rémi a parlé de l'offre d'emploi en écriture inclusive. Et j'avoue que moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. D'abord, pour revenir à la question pour la place de site, la visibilité, parce que je pense que ça complique plus qu'autre chose. Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer la différence ? Je pense qu'on ne peut pas répondre comme ça, mais c'est des questions qui se posent. Je sais que certaines personnes disent que ça alourdit énormément le français. Et donc en français, on a décidé, il était décidé d'ajouter le féminin après le petit point après le masculin. Mais par exemple, je sais qu'aux États-Unis, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on veut dire donc un homme développeur et une femme développeuse, alors qu'aux États-Unis, on va plutôt garder un mot qui est genderless, enfin qui montre pas. Pour la plupart des métiers en anglais sont genderless. C'est plus pratique la langue, c'est presque mieux pour ça en anglais, parce qu'il n'y a pas de différence masculin féminin. Au lieu de d'être point, il n'y a pas d'autre. Donc c'est pour ça que c'est plus simple. C'est plus simple d'appliquer en français, ce sera plus compliqué, justement parce que ça alourdit la langue. Donc on peut transformer, au lieu de rajouter toujours le petit point, on va essayer de dire une personne dans le développement. Plutôt que de dire un développement et une développeuse, une personne dans le développement. Mais c'est des tournures qu'il faut toujours y réfléchir, puis toujours y penser, que c'est pas tout simple. Je voulais juste dire qu'on avait eu cette même discussion en Allemagne il y a 2 ans, parce qu'au niveau des langues, au niveau de la langue, c'est absolument le même problème. Je pense par contre que c'est un peu plus facile en allemand de justement d'avoir ces tournures qui sont un peu plus neutres. Mais ouais, c'est pas facile à répondre à cette question. Et je pense, oui, il faut essayer de trouver ce que Patricia elle avait proposé et toujours garder la lisibilité du site. Mais peut-être Émilie, elle a une meilleure solution à proposer, je sais pas. Je ne suis pas expert en langue française et je me suis posé la question parce que, comme vous avez dit en anglais, c'est effectivement. Bon, moi je m'occupe plus d'écrit que de code. Au départ, je suis journaliste et quand j'ai pris mon métier, on ne parlait pas encore d'écriture inclusive. Et maintenant, je suis vraiment confrontée à ce problème parce que moi, mon souci, c'est toujours la lisibilité en premier lieu. Il faut qu'un texte puisse être lu rapidement et si c'est interrompu par des points tirés, que sais-je. En allemand, il y a le problème. J'ai travaillé dans une école, on parlait de Schülerinnen avec le i au milieu. Bon, ouais, on l'air innen, bon, j'ai toujours écrit Lehrperson. Point. Mais on ne peut pas le faire avec tout. Effectivement, ça dépend des langues et ça dépend aussi de l'objectif. La classe était pour le recrutement. Donc on s'est dit que bon, on était obligé de le faire, et même si ça alourdissait, ne serait-ce que les images ou les textes, c'était quand même nécessaire. Il y a une conférence qui a été donnée par Caspar, c'était, il me semble, j'ai vu c'était à Torino il y a au moins 1 an ou 2, et à WordCamp Europe à Paris il y a 2 ans, sur effectivement l'impact du genre, et notamment dans le back-office de WordPress. Parce qu'au départ, dans le back-office de WordPress, vous avez l'histoire WordPress, vous avez des termes comme auteur en français, du coup, qui sont genrés en fait. Et comment on peut impacter un back-office, un outil qui est open source, et notamment qui milite énormément pour l'inclusion.
avec un back-office qui du coup est orienté. Ah, donc elle est disponible sur WordCamp TV, je vous recommande vraiment cette conférence parce qu'elle est très très bien. Et notamment elle aborde ces questions de comment on allie la visibilité et en plus en fonction des différents genres, parce que Gaspard est allemand, donc il connaît bien cette problématique. Donc sur WordPress TV, vous tapez Gaspard Hubinger et vous trouvez. Tu sais mieux dire que moi. Et comme ça vous pouvez trouver ça. C'est Hubinger. Est-ce qu'il y a des dernières questions? On va dire que je reviens toujours sur la même chose, mais vous parliez, lui, de l'éducation, et c'est vrai que quand j'ai appris l'humanisme à la maison, et il y avait le mot homme avec H majuscule. Le mot homme avec H majuscule, c'est l'humain. Et peu importe, belge en allemand, peu importe, c'est pas un homme, une femme, c'est en fait une notion philosophique de sa capacité de voir les autres, sa capacité de penser. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pas seulement donner des Legos et des Barbies aux petites filles, mais c'est déjà commencer à leur dire, c'est pas parce que c'est marqué il que c'est pas vous. C'est bon. Je ne suis pas genrée, je suis mes compétences quand je cherche du boulot, je suis moi quand je suis un citoyen et je suis indépendant. C'est beaucoup plus important d'être indépendant et de l'être que de savoir si ça finit avec un homme ou pas. Mais je suis un petit peu comme vous, je suis aussi une tête dure et du coup ça ne fait pas peur et je peux imaginer qu'à des jeunes ça puisse faire peur, surtout à des moments où ils changent énormément, je pense aux ados, à des enfants tout petits qui observent le monde autour d'eux et qui ne comprennent pas toujours facilement. Donc c'est à nous de leur rappeler que justement l'humain, c'est peut-être ce qui est le plus important. Oui, c'est la société qui doit changer avec ça. Qui doit le mettre comme non plus. Voilà, une chose qu'il faut en parler. Voilà, on ne devrait pas en parler. Non, ça devrait être limpide. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça, parce que j'enseigne dans une autre école à Genève. Les étudiants, ils ont entre 20 et 25 ans. Pour la vidéo. Ça va être vite. Mais j'enseigne dans une haute école à Genève, et une école de travail social. Les étudiants, ils ont entre 19 et 23 ans environ. Et par rapport à l'écriture épistème, justement, il y a certains enseignants qui ont voulu alléger. Et justement, demander aux étudiants est-ce qu'on peut se débarrasser de ça d'une manière, ou en tout cas alléger les écrits et pas avec ça. Et les étudiants et les étudiantes se sont opposés. C'est les étudiants qui ont refusé, les étudiantes qui ont refusé qu'on enlève l'écriture épistème. Donc voilà. Donc, il y a des gens de 20-23 ans. C'est comment ça? Donc nous, si on veut l'enlever, finalement, on va voir qu'on va se faire. Je pense que le travail social, c'est un domaine pour soi. Ouais, bon, après, c'est des études en travail social, effectivement. Voilà. En fait, quand je dois l'enlever, je remplace par une personne, de toute manière, on fait une langue. Comme ça. Moi, j'avais une petite question sur encore 5 minutes ou pas. Merci monsieur de me donner la permission. Du coup, j'ai une question pour les hommes qui sont dans cette salle, parce que là on parle beaucoup femmes, entre femmes, etc. Et je voulais savoir, je ne veux pas désigner quelqu'un, je vous rassure, si quelqu'un veut prendre volontairement la parole, c'est cool. Est-ce que c'est quelque chose, auquel ils sont conscients en fait, qu'il y a cette différence-là, que nous on doit effectivement montrer plus de choses, est-ce que c'est quelque chose dont ils se rendent compte, ou pas du tout, et en gros... Merci Gilles. Alors moi je trouve que c'est très bien tous les mouvements féministes qui se sont développés ces dernières années, MeToo, Balance ton corps, etc. Parce que ça a vraiment éveillé une prise de conscience chez les hommes. Je pense qu'effectivement on était du côté du bon rôle, donc c'était confortable et pour nous tout se passait bien. Et peut-être qu'on ne se rendait pas compte à tel point la façon dont les femmes vivaient cette différence en fait. Et là, avec tous ces mouvements et toutes ces revendications, il y a une prise de conscience. Enfin, pour moi, ça l'a été en tout cas. Enfin, je ne vais pas parler au nom de tous les hommes, mais je pense qu'il faut continuer à enfoncer le clou, quoi.
Et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton comportement ou pas du tout? Enfin, est-ce que du coup, tu te rendais pas compte que tu avais un comportement qui pouvait engendrer ça ou pas? Ou est-ce que de toute façon, tu l'avais déjà pas et ça n'a rien changé Alors moi, j'ai été élevé dans un milieu féminin. J'ai l'impression que j'ai pas trop ce travers-là, mais ce serait plutôt aux femmes autour de, qui me connaissent de porter ce jugement plutôt que moi, parce que moi, j'ai pas le recul. Mais en tout cas, je suis encore plus vigilant aujourd'hui, je pense. Avant, je ne l'étais pas, j'espère que je n'étais pas comme ça, mais peut-être que je l'étais. En tout cas, aujourd'hui, je fais plus attention. Alors, j'ai fait des études scientifiques il y a longtemps. Donc les études scientifiques, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France c'est très masculin. Et je me souviens que j'avais un prof de maths, et il fallait qu'il pousse les jeunes femmes vers les études scientifiques parce qu'elles ne voulaient pas y aller. 10 ans plus tard, j'ai travaillé dans une société très masculine, au développement des camions, Volvo. Là encore, milieu très masculin. Et pareil, les jeunes femmes qui étaient techniciennes, très compétentes, souvent même plus compétentes que les hommes, il fallait les pousser encore pour qu'elles se montrent, pour qu'elles puissent évoluer, parce qu'elles se planquaient un peu. Et puis, 10 ans plus tard encore, je travaille avec mon épouse, Christelle. Il faut que je la pousse un peu pour qu'elle se montre, pour qu'elle ose coder, peut-être un jour, j'espère. Voilà, donc je crois qu'il y a un vrai problème, ça a été dit, hein, mais j'insiste là-dessus, il y a un vrai problème d'éducation à la base, peut-être à 10 ans. On enferme les jeunes filles, c'est papa, c'est maman, hein, je pense. On enferme les jeunes filles dans un schéma quoi, qui est ben voilà, les garçons sont pompiers, puis les femmes sont infirmières. Ben moi, voilà, c'est Martine. Maintenant, ça doit être un peu développé quand même. Donc voilà, j'ai un cousin qui est infirmier, et puis ben, il y a des femmes ingénieurs, et c'est très bien. Ouais. Malgré tout ce qu'on peut leur reprocher sur on va dire le bug chez Barbie, ils ont sorti des collections avec leurs astronautes, leurs médecins, Et physiquement, ils ont fait les blondes. Ils ont fait des filles qui attendent des filles, mais il y a aussi dans la mode aussi. Moi, je reste quand même très optimiste parce que je pense que beaucoup de gens sont conscients, comme tu disais, Gilles, Fred, enfin voilà, il y a vraiment des mouvements qui se passent. Ça prend du temps, ça fait des années qu'on a des générations de choses qui sont ancrées. Ça prend du temps à aller déraciner toutes ces conceptions de vie et tous ces schémas de vie. Mais tu parles de Barbie, la mode aussi, je vois, là en ce moment il se passe des choses incroyables dans la mode. J'ai des amis qui sont dans la mode, qui sont stylistes, etc. Et pendant longtemps c'était des blagues, c'était des tiges qui devaient mesurer 1m80 anorexiques. Ben là il y a vraiment des mouvements de gens qui disent on arrête ça, c'est fini. Donc il y a des femmes qui sont rondes, il y a tout type de femmes et il y a des mouvements qui vont vraiment dans ce sens-là. Donc je crois qu'il faut surtout qu'on lâche pas le morceau, qu'on continue et que la vigilance elle est de tous les jours pour tout, quoi, que ce soit homme, femme. Moi j'ai vu un truc à New York récemment et ça m'a vraiment fait plaisir. Sur les LGBT, il y avait des trucs partout dans le métro, donc c'était vraiment, il y a quelques années en arrière, ça n'aurait jamais existé. Donc voilà, il y avait à ce moment-là un festival LGBT et dans le métro de New York, tous les gens voyaient ça, c'était dans le quotidien des gens. Donc ça change. Je crois qu'il faut qu'on s'accroche et on va y arriver. Oh. Par rapport à ce que tu disais, pour les LGBT, c'est vraiment ça, c'est les enfants en fait en bas âge, s'ils voient 2 hommes ou 2 femmes, ils vont se dire bah ils s'aiment en fait, c'est cool que les 3 ans, moi je. Mais après quand ils ont été éduqués, tu vois qu'à 12-13 ans, ils vont se dire bah non c'est ça, c'est pas bien. Donc on peut revenir ramener le sujet à plein de choses, mais c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas à ouvrir les consciences, à sortir, à casser vraiment nos anciennes croyances. Nos grands-mères, là j'avais une
une tante en Italie, vraiment fin fond d'Italie, avec des croyances comme ça fermées, qui me dit en fait, peut-être que je me suis trompée quand j'ai éduqué ta cousine, parce qu'en fait, c'est plus comme ça. Et les femmes maintenant peuvent prendre la parole et dire bah oui, je veux pas rester à la maison et je veux faire vraiment ma passion et vivre mon identité de femme. Donc c'est vraiment ça. Non, on élargit, mais c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Laissons les gens vivre ce qu'ils ont à vivre, laissons-les tranquilles. Pour toi quand Ah ouais. Très bien. Je pense que tout est dit. Est-ce que vous voulez rajouter Oh, juste merci beaucoup, c'était super. C'était vraiment intéressant.